nouvelle société pour remplacer l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal. Le projet se justifie-t-il ? Le sort à réserver au surplus de capacité de l'ADIE devrait-il en être la principale raison ? Quel bilan de l'agence porté sur les fonds baptismaux en 2004 ? Quel regard sur la gouvernance du numérique ? L'RTP est-elle à la hauteur des nouveaux enjeux ? Quel impact du pont d'échange Internet Cénix ? Pour en parler ce dimanche 17 octobre, l'expert en TIC Alassane Blaise Diagne, ancien conseiller technique à l'ADIE et au Fonds de développement du service universel des télécommunications, 17 ans d'expérience, auteur de plusieurs études sur la transformation digitale des organisations. Le consultant indépendant se prononcera également sur d'autres actualités à suivre ce dimanche 17 octobre 2021 sur iRadio après les éditions de 7h et 12h. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de E-Tech qui reçoit ce dimanche un invité que je n'ai jamais reçu et dont le nom renvoie plus à l'histoire qu'au numérique. Bonjour Alassane Blaise Diagne. Bonjour Ousmane. Merci d'avoir accepté d'être notre invité ce dimanche sur iRadio. Merci d'avoir fait le déplacement un dimanche. Je sais que ce n'est pas très évident pour vous. Vous rappelez plus l'histoire que le numérique et Dieu sait pourtant à quel point vous êtes connu et reconnu dans les milieux de la technologie au Sénégal et ailleurs. On y reviendra. Petit-fils de Blaise Diagne que Wikipédia étonnamment présente comme un homme politique français, né le 13 octobre 1872 à Gorée et mort le 11 mai 1934 à Colombo-les-Bains en France. Premier député africain, d'autres disent député noir, élu à la Chambre des députés française en 1914. Un vrai Sérère, fils de Nyokhor et de Nyanya Préra, une manjaque originaire de Guinée-Bissau, adoptée par la famille Crespin, une famille respectée originaire de Saint-Louis et de Gorée, avec pour père adoptif, on parle de Blaise Diagne bien entendu, Adolphe Crespin, lui donnant le prénom de Blaise. Beaucoup de choses se disent au sujet de votre grand-père. C'est une histoire ou des histoires lourdes à assumer ou porter aujourd'hui? Lourd à porter ou assumer, oui, nous l'assumons en tant que descendant effectivement de sang. D'accord. Juste une rectification. Oui, parce que je m'y attendais d'ailleurs. Quand on parle d'histoire, on connaît un peu l'histoire de l'histoire générale du Sénégal. Il y a beaucoup de polémiques aussi qui vont avec. Oui, je voulais juste repréciser cette discussion. Je ne sais même pas si elle est importante. C'est l'origine de son prénom. Blaise Diagne, comme vous l'avez dit, il est né le 13 octobre 1872. Vous pouvez vérifier, le 13 octobre, c'était un dimanche. D'accord. Il a été déclaré à l'état civil de Gorée, d'accord, le 14 octobre à 7h40 du matin. Son père, Nyokhor, s'est présenté à l'état civil et a déclaré que Nyanya Antoine Pereira, qui était son épouse, a accouché d'un garçon. Et que lui, le père, vraiment le nomme Blaise. Et le témoin s'appelait Blaise Thiam. Le témoin qui est Bijouquier, qui était un ami de Blaise. Et c'est ça l'homonymie de Blaise. Il n'y a pas de Crespin 8 ans après. Non, Blaise, il est né le lendemain, à moins de 24 heures, il s'appelait Blaise. C'est la précision que je voulais donner, simplement. Et il est mort pas à Colombo-les-Bains, mais à Cambo-les-Bains. D'accord. Il est mort d'une foudroyante tuberculose. Tout à fait, et bien entendu pour les connaisseurs, quand on parle de Wikipédia, on doit en même temps prendre tout le recul sur la fiabilité des sources. On y reviendra bien entendu parce que ce n'est pas le cœur de cette émission qui va plutôt parler de technologie. Mais une dernière question là-dessus tout de même, Alassane Blaise Diagne. Quand on dit Alassane Blaise Diagne, on pense surtout à Blaise Diagne. Est-ce que le grand-père n'éclipse pas le petit-fils même plus de 100 ans après? Bon, nous ne sommes pas dans les mêmes données, dans les mêmes domaines de compétences. Blaise, il était politicien, il a été un haut fonctionnaire, il a été le premier ministre d'un gouvernement, ministre noir d'un gouvernement français. Il était dans la politique, il était dans la haute administration. Moi, je suis dans le secteur privé, je suis dans le secteur des télécommunications. C'est vrai que j'ai des activités politiques, mais je n'ai pas les ambitions que Blaise s'est données. J'ai commencé la politique récemment, après ma retraite.
Oui, pour en revenir au Blaise du 21e siècle, autrement dit à vous, sur votre parcours, là maintenant, Alassane Blaise Diagne, expert en TIC, spécialiste en radiofréquence et actuellement consultant indépendant depuis juin 2021. Votre dernier poste, conseiller technique du coordinateur de l'unité de gestion et de coordination du FD Sud, pour aller vite, nous disons dans la presse, coordinateur du FD Sud, également passé par l'Agence de l'informatique de l'État pendant 7 ans, auprès du directeur général, notamment sur l'élaboration des projets Smart Sénégal. L'ADE, c'est plutôt 5 ans. Vous m'avez rectifié avant qu'on passe à l'antenne. Avec l'ADE, donc, notamment, on pourra parler de ce projet de point d'échange Internet du Sénégal. On y reviendra. Et des propositions de réforme pour l'actualisation du cadre légal et réglementaire des communications électroniques, entre autres missions, bien entendu, au sein de l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal. Un des points majeurs de l'ActuTech de ces derniers jours, justement, la mort annoncée de cette agence, remplacée bientôt par une nouvelle société, la Société nationale du numérique, chargée de la gestion des infrastructures numériques et des services de l'administration. Sénégal numérique, assurant aussi la mise en œuvre de la politique d'information de l'État. Dites, au-delà de ce nouveau nom qu'on annonce et connaissant les projets de l'ADIE, on a envie de conclure, Alassane Blaise Diagne, que c'est juste une nouvelle société pour la prise en compte de ce projet de revente des surcapacités de l'agence en question. Oui, effectivement, votre remarque est assez pertinente. Précisons une chose. Quand on regarde, on lit l'exposé des motifs du projet de loi qui doit passer à l'Assemblée générale, j'espère dans cette session qui est ouverte, d'accord. L'Assemblée nationale, hein? À l'Assemblée nationale, d'accord, mais qui va passer certainement par la commission de loi. Quand on analyse l'exposé des motifs, il n'y a que 2 raisons qui ont été évoquées. La première, c'est rentabiliser effectivement, d'accord, les investissements qui ont été faits au niveau de l'agence. Deuxièmement, c'est effectivement mettre une meilleure maintenance de ces infrastructures. C'est ce que l'on voit. Mais quand on regarde maintenant la loi elle-même, avant d'arriver même à la proposition de loi, il faut qu'on analyse toute son histoire. L'histoire est très simple. Hein? Moi, j'ai été particulièrement choqué de voir que pour le même projet, d'accord, 2 autorités contractantes ont lancé 2 appels d'offres pour avoir effectivement une société qui va vendre les surcapacités de la fibre optique du Sénégal. La première, ça a été fait par l'ADIE elle-même, d'accord, qui a fait un avis d'appel d'offres, qui a lancé une procédure, qui a fait l'objet de contentieux et d'avis au niveau de l'ARMP. Ce sont des documents qu'on peut retrouver, que je vous laisserai même. Et après, nous avons la direction effectivement de la comptabilité publique, la direction du secteur parapublic, d'accord, qui a aussi lancé le même appel d'offres pour le même objet. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que, bon, dans la presse, ça et là, que des Indiens sont venus, on a dit Tata, ADS, qui sont là, qui sont installés dans les locaux de l'ADIE, parce que le directeur général, qui est responsable de ses propres actes de gestion, a eu à lancer cet appel d'offres. La deuxième chose, c'est que l'État lui-même, d'accord, lance cet appel d'offres par le biais de la direction du secteur parapublic, d'accord, et lance. Donc ça fait peut-être pas très... Ça fait désordre. Ça fait désordre, appelons ça. Ça fait vraiment désordre. Mais ceci dit, d'accord, est-ce qu'il faut transformer l'ADIE? Quelle sera la conséquence de l'ADIE? On remarquera que quasiment ce sont les mêmes missions qui vont être transférées d'une agence à une société nationale. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pas pertinent? C'est l'avenir qui nous le dira. Mais tout est-il. Mais au regard du contexte actuel, est-ce que ça s'imposait? Au moins, on peut en parler en attendant d'avoir de nouveaux développements là-dessus, non? De mon point de vue, ça ne s'imposait pas. Parce que quand on regarde le code des communications, des codes de télécommunications de 2001, de 2011, on verra effectivement qu'il y avait un certain nombre de dispositions qui auraient pu permettre, avec le décret qui crée l'ADIE, qui aurait pu permettre à ce que l'ADIE fasse vraiment des activités qui puissent générer des revenus et qui permettra de passer de centre de coût pour le budget de l'État vers un centre de profit. D'accord, c'est des services qui peuvent être mis à la disposition effectivement des bénéficiaires, moyennant rémunération. C'est effectivement l'utilisation de cette capacité dans des conditions objectives, transparentes et sans discrimination, avec un encadrement du régulateur, d'accord, pour pouvoir vraiment mettre cette capacité, moyennant des ressources financières. N'oublions pas quand même que l'ADIE aujourd'hui, c'est une infrastructure globalement de plus de 200 milliards d'investissements, d'accord, qui ont été faits effectivement sur des emprunts, d'accord,
avec des garanties souveraines de l'État du Sénégal. Et quand on dit emprunt, ça veut dire qu'il faut rembourser. Donc la société en charge de ces infrastructures doit être en mesure vraiment de mener des activités, sauf à dire qu'on va prendre des ressources de remboursement ailleurs. Mais vraiment les conditions à ce que l'ADIE, s'il y avait effectivement des bons actes de gestion, s'ils avaient une bonne compréhension de là où vraiment les missions qui leur sont données, auraient pu vraiment continuer et mettre cette capacité effectivement à la disposition du secteur, d'accord, à ce niveau-là. Donc je ne pense pas que ce soit nécessaire de passer par là. Bon, mais quand l'autorité décide de passer par là, qu'il passe par là. Le plus important pour nous, c'est que vraiment les actes de gestion, vraiment le rôle que cette société va jouer, soit au profit du développement économique et social du Sénégal. C'est ça qui est important. Oui, mais pour un nouveau service de la part de l'ADIE, par exemple la revente en quelque sorte des surcapacités de l'agence en question, est-ce qu'il fallait tout de même créer une nouvelle société? Parce que pour quelqu'un qui suit l'actualité de l'ADIE, effectivement, ça a été une demande de toujours du directeur général, Cheikh Bakhoum, de pouvoir revendre un peu ces surcapacités. Après, vous l'avez rappelé un peu, la polémique et le conflit en quelque sorte qui s'en sont suivis. Mais quand même, pour en revenir à la question de tout à l'heure, est-ce qu'il fallait, juste pour une revente des surcapacités de l'ADIE, dissoudre l'ADIE ou la remplacer par une nouvelle société? Est-ce qu'il fallait se donner ce casse-tête-là? Bon, les motivations non exprimées, je ne pourrais pas trop bien me prononcer sur ça, mais qu'on s'entende bien. Ce n'est pas un nouveau service. La vente de la surcapacité des infrastructures de l'État du Sénégal n'est pas un nouveau service. Mais on l'avait refusé à l'ADIE, vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que moi, entre que des individus et des positions d'accord. La RTP n'était pas d'accord que l'ADIE revende un peu ses surcapacités parce que disant que ce n'était pas prévu, que l'ADIE n'était pas un opérateur d'infrastructure, par exemple, si j'ai bien noté. Si je me trompe, merci de me rectifier, vous êtes l'expert. Oui, je préfère dire que, bon, moi, quand on me dit la RTP a refusé, je n'ai pas connaissance de cela. Je sais seulement qu'il y a eu effectivement une discussion très simple. Quand on regarde le code de télécommunications de 2011, d'accord, il est bel et bien prévu un certain nombre d'acteurs. Et ça, je crois que si vous me laissez préciser ça, en quelques minutes, ça pourrait lever vraiment une bonne partie de la question. Vous êtes invité pour ça, donc allez-y, c'est votre temps. Donc, qu'est-ce que le code de 2011 prévoyait? Auprès des opérateurs titulaires de licence, c'est-à-dire Sonatel, les acteurs qui offrent des services de télécommunication ouverts au public, il y a deux autres types d'acteurs qui étaient prévus dans le code. On appelait effectivement le premier acteur, c'est ce qu'on appelait les opérateurs d'infrastructure. C'est quoi un opérateur d'infrastructure? Ce n'est rien d'autre qu'un investisseur privé qui investit dans des infrastructures qui peuvent offrir des services de télécommunication, mais il vend cette capacité exclusivement aux opérateurs titulaires de licence et à l'État. Je précise bien, ces deux principaux clients, c'est les opérateurs titulaires de licence et des clients. Mais le même code a prévu un deuxième type d'acteurs. C'est ce qu'on appelait les exploitants d'infrastructures alternatives. L'idée vient de quoi? C'est que l'État ou des sociétés qui ont une mission de service public, pour les besoins de leur mission, sont obligés d'ériger des infrastructures. Prenons le cas de Sénélec et on comprendra à partir de ça comment comprendre effectivement le cas de l'ADIE. Sénélec, pour ses besoins effectivement de ses propres missions de production d'énergie, de distribution d'énergie, investit effectivement dans une infrastructure de télécommunication. Par exemple, le câble de fibre optique de garde qui lui permet de faire des télécommandes. Mais c'est une capacité. Donc, une fois qu'elle a atteint ses missions, qu'elle constate effectivement qu'il y a une surcapacité, la loi lui permet d'offrir cette surcapacité aux opérateurs titulaires de licence, mais pas à l'État, que ce soit bien clair, aux opérateurs titulaires de licence, dans des conditions objectives, transparentes et sans discrimination. Mais la comptabilité de cette activité, on avait prévu qu'elle soit mise de manière transparente et qu'elle soit en dehors de l'activité effectivement de ses missions principales. La même chose pour l'ADIE. L'ADIE est une agence qui a une mission de service public, qui a effectivement des objectifs, à qui on a donné des missions, qui pour cela, pour les atteindre, a érigé des infrastructures pour ses besoins. Mais surtout qu'il y a une surcapacité. L'article, à l'époque, 32 prévoyait qu'il puisse, dans les mêmes conditions que Sénélec, le vendre. Donc l'ADIE en 2013, donc avant la gestion de Cheikh Bakhoum, a eu à consulter la RTP, qui lui a bel et bien donné cette belle interprétation. Maintenant, comment une administration en 2013 peut donner, qu'on change le personnel, que d'autres viennent donner un deuxième avis secondaire? Je crois que le problème, c'est plutôt des individus. C'est politique, vous voulez dire? C'est politique?
C'est autre chose que juridique, en tout cas. De toute façon, c'est autre chose, effectivement, que vraiment une bonne interprétation des textes. Ça, c'est la loi de 2011. Les textes ont évolué. Entre 2011, on est passé là, on est arrivé aujourd'hui à ce fameux code de communication électronique. De 2018 De 2018. Dans ce même code, d'accord, il y a eu juste une définition, un remodelage de la définition de ce que c'est un exploitant d'infrastructures alternatives. Au début, on parlait effectivement des organes ou agences, effectivement des structures qui ont des missions de service public. Maintenant, on parle de toute personne. Ça amène de la confusion. Mais l'article, le fameux article 32, vous le retrouvez, il est devenu l'article 26, c'est du coupé-collé qui donne les mêmes capacités. Bon, maintenant, après, c'est des débats d'individus. Il faut qu'on se dise simplement, et ça nous amène sur la question de la gouvernance. Vous savez, l'organisation du Sénégal, de ce point de vue, elle est très bien faite. Maintenant, ce sont des individus qui sont chargés de conduire ces organisations. C'est quoi? Nous avons une autorité gouvernementale qui est en charge d'élaborer, effectivement, on le dit souvent, la politique du chef de l'État, etc. Mais l'autorité gouvernementale, c'est le ministère de l'économie numérique. L'ARTP a un rôle de régulateur. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. L'ARTP doit être considérée comme le policier, le gendarme de la mise en œuvre de cette politique. D'accord? Les agences telles que l'ADIE, etc., c'est des instruments de la mise en œuvre des politiques publiques. On ne leur demande pas de réinventer des politiques publiques. On leur demande d'exécuter ces politiques publiques. D'appliquer. De les appliquer. Donc, si vraiment l'ADIE avait profité effectivement de ce dispositif, aujourd'hui, on ne serait pas là, effectivement, à faire liquider une société, une agence pour créer une société nationale. D'accord? Oui, on y reviendra. On reviendra notamment sur la gouvernance du secteur dans la seconde partie. Alassane Blaise Diagne, notre invité ce dimanche sur e-radio. Alassane Blaise Diagne, c'est des dizaines d'années d'expérience dans le secteur du numérique au Sénégal et à l'étranger, consultant en TIC, les technologies de l'information et de la communication, mais toujours sur ce projet, le remplacement de l'ADIE par une nouvelle société en charge des infrastructures étatiques dans le secteur du numérique. Est-ce qu'elle va concentrer toutes les infrastructures qui appartiennent à l'État? Et quand je dis l'État, j'entends par exemple toutes les administrations publiques, Sénélec, qui disposent d'une belle capacité infrastructurelle, entre autres acteurs. Est-ce que la société va gérer tout cela, va centraliser toutes ces ressources-là? Je ne pense pas que ce soit dans l'idée d'aller effectivement gérer des infrastructures, par exemple, qui appartiennent à Sénélec, ou de gérer toutes les infrastructures numériques. Est-ce que ce ne serait pas d'ailleurs le meilleur schéma que la société centralise toutes les infrastructures numériques du Sénégal? Comme ça, on va régler ce problème de mutualisation, de partage, de partage, pardon. Non, je ne suis pas moi de l'école qui pense. Vous savez, il y a l'expérience de ce qu'on appelle les spins dans d'autres pays. Ce sont des sociétés de... Vous ne pensez pas? Je ne pense pas que ce soit effectivement la bonne orientation. Aujourd'hui, il faut bien faire la part des choses dans ce qu'on appelle l'économie du numérique. D'accord? L'économie du numérique, ce n'est pas seulement le secteur des télécommunications. L'économie du numérique, ce n'est pas seulement des infrastructures. L'économie du numérique, c'est aussi des services. D'accord? L'économie du numérique est aussi l'administration, effectivement, publique, numérisée, effectivement, ce qu'on appelle la dématérialisation des procédures, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de chantiers. Essayer effectivement de concentrer dans une société du patrimoine, bon, c'est un outil, d'accord? Vous voulez dire, j'ai compris, vous voulez dire que ça fait un peu vieux? C'est pas que ça fait vieux, mais bon, je ne suis pas sûr que ça marcherait. La grosse machine, en fait, au moindre engrenage, tout est bloqué, ça ne fonctionne pas. D'accord? Les machines simples, on arrive à faire effectivement des bons résultats. Mais qu'on s'entende bien. Je crois que la Sénélec, c'est une société nationale. On parle même effectivement de privatiser certaines des activités ou bien d'externaliser certaines activités, de là à prendre cette infrastructure de l'y amener. Mais qu'on s'entende bien. Ne restons pas seulement dans le secteur des télécommunications. Regardez l'audiovisuel, les infrastructures numériques de transport de la télévision numérique terrestre. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'amener à l'ADIE, d'accord? Logique pour logique, allons-y jusqu'à ce point. Les infrastructures de l'armée, ce sont des infrastructures de l'État du Sénégal. Il y a des infrastructures que nous ne connaissons peut-être pas. Tout cela, donc c'est une perte de temps de vouloir coûte que coûte aller effectivement à avoir une société de patrimoine. Par contre, qu'il y ait mutualisation, qu'il y ait partage, d'accord, dans certains domaines, ça, ce serait pertinent, d'accord. Mais pour des besoins de développement économique
mais pas pour des besoins de créer coûte que coûte un enrichissement par là ou immobiliser effectivement des infrastructures sur lesquelles ce ne seront pas pertinentes. Oui, mais sauf que selon mes informations, un décret sur le partage d'infrastructures existe, mais on a toujours l'impression, Alassane Blaise Diagne, qu'il y a redondance parfois, qu'on utilise presque les mêmes infrastructures, que parfois sur le plan, en ce qui concerne, dans le domaine des opérateurs de téléphonie, qu'on creuse, qu'un acteur creuse alors qu'un seul pouvait creuser, on agresse l'environnement, ça part dans tous les sens selon les observateurs. Est-ce que finalement on ne devrait pas mettre de l'ordre un peu, que quand même on puisse partager les infrastructures et qu'on puisse donc optimiser les ressources? Bon, moi quand j'entends dire qu'il faut mettre de l'ordre, ça veut dire qu'on doit constater le désordre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de désordre. Donc avant de mettre de l'ordre, il faut voir. C'est vrai qu'il y a un décret sur le partage des infrastructures, mais ce n'est pas ça qui est important. Parce que le décret, il organise. Il organise quoi? Ce que la loi a prévu. La réalité, il faut regarder le code des communications électroniques. Nous avons dans le code des communications électroniques, c'est un choix. Nous avons des régimes. Prenons le régime de licence, où effectivement, c'est les opérateurs titulaires de licence et qui sont les seuls en droit d'offrir des services de communication ouverts au public, sauf là où il y a dérogation. Par exemple, pour les FAI, il y a une dérogation, on les a mis dans le réseau, dans le régime de l'autorisation. Ceux-là ont des contraintes, ceux-là, effectivement, ont un encadrement, ils ont un cahier de charge. Ils sont obligés d'ériger des infrastructures, ça fait partie du code, ça fait partie de leur cahier de charge. D'accord? Ils sont obligés, effectivement, d'offrir des services de qualité à ce niveau-là. Par contre, il est prévu, effectivement, dedans, tout ce qui est de toute la rubrique relative à ce qu'on appelle l'interconnexion. L'interconnexion, vous savez, le partage, c'est une forme d'interconnexion aussi, mais faire spécifiquement, vous la coûte que coûte partager en disant, ok, au lieu que tout le monde creuse, c'est pas que tout le monde creuse. Sauf que pour l'interconnexion, si j'ai bien noté, les coûts sont déjà connus d'avance, n'est-ce pas? Bon, c'est plus complexe que ça. C'est pas que les coûts sont devant. Vous savez, l'interconnexion est plus complexe à ça. Le roaming est une forme d'interconnexion. D'accord? Aujourd'hui, on peut aller plus loin que ça. On parle de partage des infrastructures de transport, mais le décret sur le partage des infrastructures est limité. Il ne va pas jusqu'au partage effectivement du réseau d'accès. D'accord? Parce que chacun a sa fréquence et là, on n'optimise pas les ressources comme la fréquence. Donc, ce n'est pas la peine de vraiment nous retarder en disant que le partage d'infrastructures, c'est une politique publique qui est importante, qu'on doit coûte que coûte passer ici. Mais depuis 2014, on parle, le décret, il existait, on l'a revu, on l'a revu, mais ça ne marche pas. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que simplement, il y a une logique économique qui est derrière. Un opérateur aujourd'hui, l'opérateur dominant, investit beaucoup, la Sonatel, mais se dit, mais moi j'ai investi, que les autres investissent aussi. D'accord? Maintenant, effectivement, sur une partie du marché congrue, oui, on peut trouver des terrains d'entente. Dans le cadre de la politique de service universel, on peut trouver, d'accord, quand le marché n'est pas pertinent, quand le marché n'est pas rentable. Le partage reste un choix, si j'ai bien compris, ce n'est pas une obligation. Moi, je pense que ça ne doit pas être une obligation. D'accord? Maintenant, pour que l'État lui-même, maintenant, dans ses propres politiques publiques, fasse des partages entre l'armée, la DIE, le ministère, etc. Oui, ça c'est... Pour les services et les administrations qui relèvent de lui, en fait. Affirmatif. Là-bas, ils peuvent effectivement trouver des partages. Mais vouloir coûte que coûte à ce que tous les acteurs privés, d'accord, soient dans le même sac, d'abord, c'est limiter la concurrence, déjà. Parce qu'on doit avoir une concurrence par les infrastructures, on doit avoir une concurrence par les services. D'accord? Et ces investisseurs privés savent très bien, effectivement, comment faire de l'argent. D'ailleurs, avec la Covid, ce sont eux qui se sentent le mieux en bonne santé. Deux mots très rapides, Alassane Blaise Diagne, notre invité ce dimanche sur e-radio. Deux mots sur le point d'échange Internet, le CENIX. On l'avait lancé il y a une année. Aujourd'hui, on y revient. 2 minutes juste pour en dire peut-être quelques mots. Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à cette infrastructure? Elle marche comment? Ça donne quoi comme résultat? Oui, ce matin déjà, avant de venir ici, j'ai regardé effectivement, vous savez, on a un site web, cenix.sn, où vous pouvez voir effectivement le trafic qui se passe. C'est vraiment dommage que depuis qu'on a inauguré ce point d'échange, qui est une association d'ailleurs, que l'ADIE a la présidence, d'accord, le mandat est fini, je ne suis pas au courant d'une assemblée générale ou de renouvellement de ces structures. On a mis ça en place et qu'aujourd'hui, ce soit une infrastructure qui n'est pas suffisamment utilisée. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait dit? Que c'était important pour la souveraineté nationale, que c'était important vraiment pour la meilleure qualité de service qu'on ait un point d'échange Internet. D'accord? On y est arrivé, on a inauguré à grande pompe à ce niveau-là. Et vraiment, ce qui s'est passé
sur cette inauguration est très loin de ce que nous voyons sur le terrain. Et d'ailleurs, personne n'en parle plus. Oui, personne n'en parle plus, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'il faut reconnaître quand même que pour mettre ça en place, il a fallu vraiment, disons, avec des biceps, des triceps, vraiment arriver à mettre en place le Sénix. Mais pendant longtemps, depuis 2012, on en parle. Mais il a été mis en place, je crois, en 2016 ou en 2017. Les opérateurs n'étaient pas partants de ça. Ils n'étaient pas, jusqu'à présent, très souvent, les opérateurs qui dominent le marché ne sont pas déjà favorables au point d'échange Internet. Il a fallu leur montrer leur intérêt. Aujourd'hui, ils sont dedans, mais jusqu'à présent, il n'y a pas effectivement de démocratie, parce qu'un point d'échange Internet, c'est d'abord une association, c'est que toutes les parties doivent y gagner. Qui gagne aujourd'hui? On a plutôt politiquement, d'accord, ceux qui font de la politique qui ont gagné. Imaginez-vous que quand vous allez sur le site web de l'Union africaine, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez effectivement une inauguration du point d'échange Internet du Sénégal avec une pancarte. On dit que ça a été inauguré par le ministre Yaya Abdoul Kane. Aujourd'hui, vous allez au point d'échange Internet, vous voyez une pancarte qui dit que ça a été inauguré par Cheikh Bakhoum. Déjà, c'est ça. Cheikh Bakhoum, DG de l'ADIE. DG et président du Sénix. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La même infrastructure, inaugurée le même jour, il y a 2 pancartes. D'accord? Quand on regarde dans les archives. Ça vous montre qu'on était moins mu par une réussite que plus par une visibilité politique. Et c'est dommage parce que ça ne permet pas de maintenir cette infrastructure-là et de la rendre pertinente. Alassane Blaise Diagne, notre invité ce dimanche sur iRadio, expert en TIC, spécialiste en radiofréquence, actuellement consultant indépendant depuis juin 2021, passé par l'ADIE dont on vient de parler, l'Agence de l'informatique de l'État, bientôt remplacée par une nouvelle société. C'est le cœur de ce numéro d'ITech, passé par l'ADIE donc, et par le FDSUD, le Fonds de développement du service universel des télécommunications. On laisse passer le jingle et on se retrouve dans 25 minutes pour la seconde partie. E-Tech, Ousmane Gueye sur iRadio. Alassane Blaise Diagne, notre invité ce dimanche sur iRadio. Alassane Blaise Diagne est consultant dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. On n'ose plus dire nouvelle technologie, même si Alassane, vous n'êtes plus très jeune. On reviendra un peu sur ce parcours d'un Sénégalais dans les technologies donc de l'information et de la communication. Vous avez travaillé pour l'Agence de l'informatique de l'État comme conseiller du directeur général Cheikh Bakhoum. Vous avez également travaillé comme conseiller du coordonnateur du FDSUD, le Fonds de développement du service universel des télécommunications. On reste toujours sur l'actualité du numérique au Sénégal et ailleurs, en revenant encore sur l'ADIE. Maintenant qu'on parle de son remplacement, est-ce qu'on peut se permettre un petit bilan pour dire un peu à l'auditeur à quoi s'attendre quand on parle de l'ADIE et de ses missions en tant qu'administration, en tant qu'agence de l'informatique de l'État? Oui, c'est vrai qu'on va aller, c'est ce qui est prévu, d'accord, la dissolution de l'agence, d'accord, et de transférer effectivement ses actifs, une partie de ses actifs à la nouvelle société. Faire le bilan, je ne vais pas avoir la prétention de faire le bilan des activités de l'ADIE, mais je crois que le directeur général lui-même, Cheikh Bakhoum, je crois que c'est le quotidien du 9 octobre 2021, a lui-même fait le bilan, au moins de sa gestion. Il est là depuis 2014. Et on voit globalement de quoi il parle. Il parle d'avoir fait passer l'infrastructure de 1500 km de fibre optique à 6000 km de fibre optique. D'accord? Malgré qu'il faut préciser que la fibre optique, la fibre optique c'est un tube de verre. Ce qui est important, c'est le service qu'il y a derrière, la capacité qu'il y a derrière, les éléments actifs qu'il y a derrière et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Il parle effectivement de la dématérialisation des procédures. Il avait trouvé une centaine de procédures dématérialisées. Aujourd'hui, il parle de plus de 1000 services. Mais quand on regarde, ces 1000 services ou ces centaines de services, c'est pour qui? Un Sénégal qui n'est pas au Sénégal? Parce que la réalité, si on regarde, nous avions un site qu'on appelait démarche.gouv.sn. Au moins, s'il était possible, d'accord, sur certaines démarches, telles que vraiment les démarches relatives à l'habitat, autorisation de construction, certificat, vous pouvez faire toute une démarche sans quitter de chez vous. D'accord? Je pense qu'on était même arrivé à ce que vous pouvez faire même le télépaiement en ligne.
Aujourd'hui, allez sur ce site-là, vous allez voir qu'il a disparu. Il a disparu pourquoi? Au profit d'un site qu'on appelle Sénégal Service, qu'on ne comprend pas très bien, d'accord, qui est pour moi, in fine, de la reculade. C'était encore la marche arrière. Et pourquoi, selon vous? Pourquoi? Parce que simplement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Sénégal Service, c'est quoi? C'est des bâtiments qui se trouvent dans 45 départements et on demande aux citoyens sénégalais, au lieu d'aller dans l'administration qui doit offrir un service, on va concentrer vraiment toutes les administrations dans ce bâtiment. Une sorte de guichet unique. Voilà, de guichet unique, je ne sais pas s'ils appellent ça bien, bon, de point unique, je ne sais pas si c'est un guichet unique, mais de point unique. Vous venez là-bas, vous traversez, vous partez, vous rencontrez peut-être des gens assez gentils qui vous reçoivent un peu mieux, peut-être avec du café ou de l'eau, d'accord? Vous posez effectivement votre doléance, vous faites votre procédure, c'est eux qui doivent le faire en ligne. Et vous allez revenir, peut-être il y aura effectivement un engagement de qualité de service, je ne sais pas très bien ce qu'ils vont faire. Mais c'est quand même une marche arrière. Aujourd'hui, nous avons tous notre tablette, nous avons notre ordinateur, nous avons un accès Internet à domicile. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, vraiment d'être identifié, authentifié? Effectivement, je fais ma demande, par exemple, d'extrait de naissance à distance et que ça puisse, même si le document électronique n'est pas valable encore au Sénégal parce qu'il n'y a pas la signature électronique ou bien il y a la signature électronique, mais ce n'est pas très bien compris, d'accord, qu'au moins la poste puisse m'amener mon papier à la maison. D'accord? Ça, je pourrais comprendre que c'est une dématérialisation. Avant, ce site web, on pouvait faire cette démarche. Aujourd'hui, ce site web a disparu. On nous parle de sans service. Moi, je n'ai pas connu sans service. Par contre, vous allez voir que, par exemple, dans des services tels que la fiscalité et tout, eux, ils sont en train d'avancer. Aujourd'hui, vous pouvez faire votre démarche de déclaration de vos impôts en ligne. Vous pouvez même arriver jusqu'à le payer en ligne. Ça, c'est une avancée. Donc, on ne peut pas dire que dans cet état, tout est mauvais, mais reconnaissons que l'ADIE est devenu un petit jouet quand même entre des grands enfants, quoi, finalement. D'accord? Parce qu'on aurait pu maintenir ce site, augmenter effectivement les maisons du citoyen. Pour ceux qui ne savent pas utiliser l'outil informatique, ils vont là-bas, ils le font. Mais nous, même, je ne vois pas pourquoi je vais traverser pour aller, alors qu'au début, je pouvais faire mes démarches en ligne. Le diplôme de baccalauréat a disparu. Le site où on pouvait réclamer son diplôme de baccalauréat, il a disparu, alors que ça, c'était des grands progrès. D'accord? Bon, 1000 services, c'est lui qui le déclare. Mais disparu, pourquoi? Vous avez été son conseil. Est-ce que d'ailleurs, à l'heure du bilan, on ne pourra pas vous rétorquer à Alassane Blaisiane que vous en êtes comptable en quelque sorte, non? Non, Ousmane, je ne peux pas être comptable de ça. Je suis un conseiller, mais un conseiller, il conseille, et puis le décideur, il fait ce qu'il veut. D'accord? Un conseiller n'est jamais comptable de ce qu'il dit. Mais quand je dis ça a disparu, c'est récent. Hein? Et vous voyez, moi, j'ai pris ma retraite depuis quand même août 2019. Nous sommes quand même presque en 2022. Voilà, nous sommes en 2022. Moi, je vous parle de toute cette communication sur Espace Sénégal Service. Moi, je vous parle de ça. Ça vous montre tout simplement que l'ADE, le bilan, on peut retenir une chose. C'est que depuis, reconnaissons autour de 2014-2015, en 2014-2015, l'ADE est sortie des missions qu'on lui a assignées. Nous étions effectivement plutôt dans autre chose, d'accord, toute une procédure qui arrivera certainement au SUNIM. Mais mauvaise lecture des textes fondateurs ou plutôt sortie volontaire de pistes de route, c'est quoi le problème? Je ne peux pas parler de mauvaise volonté ou bien de sortie, d'accord, ça je crois. Mais vous faites une idée là-dessus, au moins vous avez une idée. Ce sera très difficile de dire, je constate. Je ne peux pas interpréter. Voilà, je ne peux pas interpréter, je constate. D'accord? Je vois aujourd'hui effectivement que le soupçon, effectivement, que cette sortie de route devait aller effectivement à une sorte de nationalisation, de privatisation. Pour quel intérêt, effectivement, des activités de l'agence? Et c'est vraiment dommage qu'on arrive à ça, parce que l'agence, quand même, c'est 200 milliards, plus de 200 milliards d'investissements sur un emprunt. L'agence, effectivement, a fait de très grands progrès. N'oubliez pas que l'agence existe depuis 2004. Mais avant l'agence, il y avait la direction informatique de l'État qui avait un certain nombre de missions. N'oubliez pas aussi que dans d'autres structures de l'administration, nous avons des DSI, d'accord, qui ont fait du très bon travail. Prenez les directeurs de systèmes d'information. Directeur DSI, c'est bel et bien ça, mais prenez le ministère des Finances. D'accord. Et aujourd'hui, la paye, vraiment, toutes les... La solde particulièrement, oui. Nous avons déjà reçu le directeur Charles-Émile Abdou-Ciss dans cette émission. Voilà, donc ça vous confirme effectivement que ce n'était pas une exclusivité de l'ADIE, mais la volonté, c'était d'optimiser les ressources, au moins pour la numérisation, pour la digitalisation de l'administration, d'optimiser tout cela. Mais constatons, avec amertume, que au résultat, on a beau faire des bilans, de dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. En réalité, le contribuable sénégalais ne sait pas de quoi on parle.
Question peut-être inintelligente du non-initié que je suis à l'Assemblée Blaise Diagne. Comment on peut se permettre, en tout cas pour le citoyen, comment il peut accepter que l'ADE ait un surplus de capacité et en même temps dans le monde rural qu'il y ait dans certaines zones presque zéro infrastructure? Comment on peut comprendre cela, sachant que l'État doit être partout, que l'accès à l'information, l'accès à Internet, l'accès à ces ressources est un droit pour tout le monde? Bon, il faut qu'on s'entende très clairement. Il y a une différence entre l'accès à Internet, l'accès à l'information, etc., pour les populations et la modernisation de l'administration. L'administration doit être partout. Quand aujourd'hui il y a effectivement une communication qui dit que nous avions 6000 km de fibre optique, qu'on est passé effectivement jusque dans les communes, c'est très bien. Mais cette infrastructure n'est là que pour connecter l'administration. Vous parlez de missions d'ailleurs tout à l'heure, c'est ça les missions? Voilà, ça c'est les missions. L'ADE c'est pour l'administration. Maintenant, les opérateurs dans le secteur des télécommunications, que ce soit des FAI, dans le régime de licence, dans le régime d'autorisation, c'est eux qui doivent couvrir. Ça ressort, ça relève vraiment de ce qu'on appelle la politique de service universel, l'accès universel aux télécommunications. L'accès Internet, l'ADE n'a aucune mission de donner Internet aux populations sénégalaises. Qu'on s'entende bien sur cela. Donc je crois que cette infrastructure, cette surcapacité, peut être utilisée, d'accord, par les opérateurs, s'ils le veulent bien. Mais vous parlez tout à l'heure de sortie de route. Si l'on sort de la route, mieux vaut le faire pour la bonne cause. Vous êtes d'accord? Donc, qu'on s'entende bien, il ne faut pas s'arrêter à sortir de la route. Ce que j'ai dit sortir de la route, c'est que l'ADE a des missions régaliennes, avec des missions nobles. Et on l'a compris comme ça. Pour l'administration, pour offrir, d'accord, des services aux citoyens, des services de l'administration aux citoyens. Mais l'offre de services d'accès Internet n'est pas une offre de l'administration, c'est une offre des opérateurs de télécommunications privés. Il y a une sacrée différence à ce niveau-là. Les opérateurs, aujourd'hui, on arrive à ça. Par contre, dans le cahier des charges des opérateurs, ils ont une obligation de couvrir le territoire. Et parce que la mise en œuvre de ça est assez difficile, que nous avons une politique d'accès universel qui est entièrement encadrée par le Code des télécommunications, pas par le Code de l'administration. Que l'on s'entende bien sur cela. Donc, c'est deux routes bien différentes. Nous convergeons tout cela, contribuer effectivement au développement économique et social du Sénégal. Mais ce ne sont pas des missions de l'ADE. Le profane ne doit pas se dire, mais l'ADE doit le faire, l'ADE ne doit pas le faire. Je vous finis par un exemple. Vous avez vu, à un moment, on avait beaucoup de campagnes sur les accès places Wi-Fi par l'ADE. Où c'est fini? Dans le cadre du Smart Sénégal. Que soit ça a commencé d'ailleurs un peu avant le Smart Sénégal. Le Smart Sénégal est venu pour renforcer un peu et on a fait la communication sur. Mais quand on parle de l'accès Wi-Fi, dans les places publiques Wi-Fi, ça veut dire qu'il y a un accès Internet. L'ADE n'a aucune capacité Internet. Et par l'accès Internet, soit la Sonatel, soit, d'accord. Dans le cas du Smart Sénégal, il y a un projet de câble sous-marin. Mais lui-même le dit au 9 septembre que bientôt on aura le câble sous-marin. Sachez quand même que le projet Smart Sénégal, il a débuté en 2017. Ce n'est pas un projet de 2019. Nous sommes en 2021. Le câble sous-marin, quand il viendra, on verra. Est-ce que maintenant, un câble sous-marin va venir au Sénégal, l'ADE va le gérer ou le SONIM va le gérer, je ne sais pas trop bien. Est-ce qu'il aura le droit d'offrir de l'accès Internet aux populations? C'est une forme d'accéder effectivement à la licence. Or, accéder à la licence est entièrement codifié dans le Code des télécommunications. C'est le régime de licence. Peut-être que la nouvelle société viendra peut-être avec de nouvelles compétences, on ne sait pas, non? Quelles que soient les compétences de cette nouvelle société, d'accord, les lois sont claires. Sont au-dessus de tout. Aujourd'hui, si vous voulez offrir des services de télécommunications ouverts au public et que vous êtes dans le régime de licence, c'est au gouvernement, à l'État de dire je veux donner une nouvelle licence. Ça s'appelle une licence. Cette société SONIM, si elle veut avoir une licence, il faut que l'État en donne la volonté. Mais l'État lui-même a mis dedans que je donne cette licence que par rapport à la concurrence. Donc, ça veut dire que cette société, si elle a des compétences, elle va soumissionner. Peut-être qu'elle pourra l'emporter, d'accord? Mais je ne crois pas avec quelle expérience elle va l'emporter. Elle vient de naître, d'accord? Ce sera un appel d'offres international. Régime d'autorisation, elle veut devenir un FAI, un fournisseur d'accès Internet? Oui, elle fait une autorisation, d'accord? Mais si la SONIM devient un fournisseur d'accès Internet, quel est l'intérêt pour nous?
Je pense quand même qu'il faut bien regarder les missions qu'ils ont données. L'accès Internet, c'est vraiment pas une mission importante pour une telle société. À la limite d'ailleurs, je pense que ça la retarderait plus que fort. D'accord? Et ça fera la concurrence aux petits FAI qu'on veut grandir et qui n'arrivent pas à grandir. Oui, les FAI, les fournisseurs d'accès Internet à côté des MVNO, les opérateurs mobiles virtuels, on y reviendra certainement avant la fin de ce numéro d'IT qui reçoit Alassane Blaise Diagne, expert en technologie de l'information et de la communication. On reste bien entendu sur l'actualité du numérique au Sénégal et à l'étranger pour parler de la gouvernance maintenant du secteur du numérique au Sénégal. Vous en avez dit un mot parce que pour vous, si je vous ai bien écouté, ça semble très simple, hein? Ça se règle d'un seul coup, d'un seul tour. Aujourd'hui, cette gouvernance, elle devrait se faire comment? On devrait articuler comment les différentes administrations autour de quoi d'ailleurs? Bon, vous savez, la gouvernance, comme dans toute politique publique, la gouvernance est quelque chose de fondamental. Nous vivons quoi exactement? Nous avons une autorité gouvernementale, d'accord, le ministère de l'économie numérique, qui vraiment aujourd'hui, tout ce qui est stratégie, c'est elle qui élabore. La preuve, tout ce qui est SN 2025, la SNC, c'est la cybersécurité 2022, c'est elle qui l'a fait. Toutes les stratégies qu'elle élabore. Nous avons un régulateur, le gendarme, d'accord, qui est bel et bien effectivement le décret 2000, je crois que c'est le décret 592-2019, qui gère effectivement la régulation. Dedans, on a quand même, dans le secteur universel, service universel, nous avons le décret 513 qui le fait. L'ADIE, c'est une agence qui est là pour l'administration, pour le gouvernement, d'ailleurs, qui est sous tutelle du ministère, mais avant, ce n'était pas sous ce ministère, elle était effectivement au ministère de la promotion des investissements, au titre de la dématérialisation des procédures administratives. C'est à ce titre qu'elle l'avait comme tutelle, puisqu'elle a une mission transversale. Donc la gouvernance du secteur, elle est bien faite. D'accord, le secteur privé joue son rôle, les acteurs jouent leur rôle. Donc il n'y a rien de nouveau. On a mis en place un IT board qu'on appelait le CNN, mais bon, vraiment c'est un comité consultatif. Le Conseil national du numérique. Le Conseil national du numérique. Qui devient quoi? Qui est toujours là, il y a les membres ont été. Mais qui ne donne aucun signe de vie, en tout cas dans la presse, publiquement. Oui, mais bon, est-ce que c'est sa mission d'aller dans la presse? Je pense que c'est une mission. Le CNN, Conseil national du numérique, a une mission de consultance. Oui, mais je veux dire que selon notre niveau d'information, ça ne bouge pas, c'est ce que je veux dire. Je ne sais pas, moi je ne peux pas me prononcer ça parce que je ne sais pas quel est le... Vous n'en êtes pas membre. Je ne suis ni membre de ça, je n'ai pas vu leur production, je n'ai pas vu leur activité. Justement. Mais je sais que les textes disent, qu'ils ont une mission effectivement de consultance. C'est-à-dire que c'est une sorte de conseiller au gouvernement. Mais bon, s'ils sont conseillers, ils sont en background. Ce n'est pas important de les voir. D'accord? Mais on doit sentir quand même qu'il y a du progrès à ce niveau-là. On peut peut-être se dire qu'ils ne donnent pas le bon conseil, ils donnent le mauvais conseil, ou bien ils donnent des bons conseils, effectivement l'autorité ne les suit pas. Ça, on peut en discuter, se faire effectivement beaucoup de diligence à ce propos, mais ce n'est pas important. Ce qu'il faut voir, c'est cette organisation pyramidale d'une autorité gouvernementale, d'une agence de régulation et des acteurs à ce niveau. Donc il n'y a pas de problème au niveau de la gouvernance vraiment du secteur du numérique. Il y a par contre quelque chose que les acteurs doivent faire, c'est essayer d'éviter effectivement de s'intéresser aux questions qui ne sont pas de leur compétence. D'accord? Et je vous donne simplement un exemple. Oui. L'autorité gouvernementale aujourd'hui a mis en place la stratégie SN 2025 depuis 2016. En 2019 ou 2020, nous avons fait effectivement le bilan. On s'est rendu compte. Réactualisation et opérationnalisation. Réactualisation et opérationnalisation. Mais ça, c'est en 2019. Moi, je suis en 2021. Je ne vois rien se réaliser. Je dis que parfois aussi, on perd beaucoup de temps vraiment à élaborer des stratégies qui ne sont pas accompagnées de mise en œuvre. Un exemple de mise en œuvre très simple, c'est le fait qu'on attend beaucoup d'emplois dans le secteur du numérique. On a pris une loi sur le start-up, mais qui n'est pas opérationnel. On attend un ensemble de décrets et d'organes qui, jusqu'à présent, depuis 2019 à 2021, d'accord, la loi sur la start-up n'est pas applicable du tout. Et c'est là où je crois que les acteurs doivent se concentrer. Ceux qui sont chargés de prendre de la réglementation ou des décrets, qu'ils la prennent et que les start-up qui doivent bénéficier effectivement de réductions fiscales, qui doivent bénéficier effectivement d'accompagnement ou de financement, puissent l'avoir. Aujourd'hui, tout financement que vous donnerez à des start-up, d'accord, ce sera politique
mais ce ne sera pas des start-up parce que la notion de start-up, jusqu'à présent, ce n'est que dans les définitions. Rien ne permet de définir en pratique c'est quoi un start-up, quels sont les avantages qu'un start-up doit pouvoir faire, parce qu'on attend un décret. Et ce décret, franchement, il est lent à venir. Tout est lent finalement, stratégie, lenteur dans la mise en œuvre, décret, projet de décret, lenteur dans la mise en œuvre, tout est lent finalement? Oui, certainement. Bon, là, je ne sais pas. On pourrait plutôt dire que les mesures ne sont pas prises au moment où il faut les prendre. Cela a un impact négatif, d'accord, sur la mise en œuvre de nos politiques publiques. 7 minutes, j'allais dire 7 mois, mais 7 minutes avant la fin de ce numéro, Alassane Blaise Diagne. 20 ans après sa création, la RTP, comme on parlait d'elle tout à l'heure, est-elle toujours à la hauteur des nouveaux enjeux? Bon, je suis surpris que la RTP, en tant qu'autorité, ait 20 ans, l'autorité a 10 ans, d'accord, l'agence a 10 ans, bon, maintenant la régulation a 20 ans, oui, on peut le dire. Mais la RTP, c'est une continuité, on est conscient que c'est d'abord une agence, après c'est une autorité, mais c'est une continuité, non? Oui, mais bon, j'ai voulu préciser ça parce que simplement, il ne faut pas qu'on perde trop de temps sur la communication, d'accord? Il faut voir effectivement que le Sénégal s'est engagé dans la régulation, ça fait un peu plus de 25 ans, d'accord? Moi, ce que je vois, c'est bien, il y a vraiment beaucoup de choses positives. Et je fais la différence entre la régulation et la gestion, d'accord, de l'organe qui est en charge de la régulation. On peut vraiment discuter sur, quand on regarde le code. Et après tout, c'est l'impact qui est important, l'impact sur la marche des télécoms et de la poste au Sénégal, non? Oui, on ne peut pas dire que... Bon, sur le secteur des télécommunications, il y a un impact positif, d'accord? Je m'intéresse moins au secteur de la poste, d'accord? Par exemple, on attend effectivement... Il semble oublier, comme disent certains, quoique la RTP fasse régulièrement des sorties pour effectivement annoncer des projets, insister sur la promotion du secteur postal. Oui, mais le problème de la poste va au-delà effectivement d'un acte de régulation. Je pense que c'est un secteur structurellement à reformer complètement. Aujourd'hui, vous avez besoin vous-même d'envoyer quelque chose. Vous n'allez pas penser à la poste. Personne ne pense à la poste. Tout le monde appelle effectivement, même les portes. Quand c'est au Sénégal, on prend les mobilets. Quand c'est à Dakar, ou bien on utilise effectivement les transports en commun. Et puis ça marche. La nature a horreur de vide. La poste n'a jamais fait son travail sérieusement. La poste qui essaie de se rattraper, on rappelle d'ailleurs qu'actuellement se passe en ligne une foire de la poste 100% digitale, comme on l'appelle. Vous pensez que c'est trop tard, que la poste ne peut plus se rattraper? Ah non, rien. Il n'est jamais trop tard. Je crois que ce que la poste devrait faire, effectivement, c'est de revoir vraiment dans quel segment il va se positionner. Dans son métier, d'accord, dans quel segment il va se positionner. Il y a la libéralisation dans ce sens-là. Il fait ce qu'il sait faire le mieux. Et à l'État aussi de soutenir. Par exemple, je vous donne un exemple. On parle aujourd'hui, on va aller vers des élections, il y a des inscriptions, des cartes électorales vont sortir, etc. Mais bon, c'est l'opportunité aujourd'hui, c'est un budget à ce qu'on s'entende avec la Poste, parce que c'est un organisme qui existe vraiment, une vieille administration. Et comme par hasard, c'est une des rares administrations, pour 100 francs, ils sont capables de dépenser vraiment 10 000 francs pour aller en carburant pour un marché de 100 francs. D'accord? Donc c'est à l'État maintenant d'en profiter, par exemple, de distribuer. Avec la Poste, c'est des personnels assimilés, c'est du personnel professionnel. Et ça, c'est des ressources financières vraiment qui peuvent aller vers eux. Et que les experts de la Poste se concentrent sur le nouveau métier, qu'ils essayent de ne pas rentrer dans le secteur des télécommunications. On les a séparés, ils n'ont qu'à rester sur le terrain qu'on les a laissés, ils n'ont qu'à s'occuper bien effectivement de cette partie-là. Quelle régulation aujourd'hui à l'heure des OTT? Bien entendu, la RTP, c'est très clair, ne régule pas les OTT. Dernièrement, nous avions fait une provocation sur Facebook, sur LinkedIn, en parlant de la régulation de 2030 et du rôle de l'année 3000 et du rôle de la RTP quand ça évoluera un jour, quand ça va évoluer un jour. Mais actuellement, la régulation, on sait, tout le monde sait que les OTT sont un casse-tête aussi bien pour les régulateurs certainement que pour les opérateurs. On devrait faire quoi? On devrait faire évoluer la régulation à l'heure des OTT. On doit faire quoi? Quand on dit que c'est un casse-tête, on se trompe de problème, d'accord? Donc on aura forcément la mauvaise solution. La réalité, dans la vie, il faut faire les choses avec ce qui s'impose à nous. Les OTT, ce n'est rien d'autre que le développement des services numériques. D'accord? Donc, essayer de les réguler, c'est une perte de temps. D'accord? Le régulateur n'a pas à réguler les OTT, les opérateurs n'ont pas à aller contre
effectivement la nature dans le sens de l'histoire. Les opérateurs, au contraire, doivent... Parce que c'est impossible d'accéder aux services sans les infrastructures des opérateurs. Au point que même ce débat amène les principaux acteurs des OTT dans le monde. Facebook... Mais de plus en... Oui. Attention, Facebook aujourd'hui parle de rentrer dans le marché des infrastructures. De partage même d'infrastructures avec, par exemple, certains grands projets où Facebook travaille avec, par exemple, le groupe Sonatel. Parce que c'est là où ils ont compris que... Enfin, ils ont compris, les opérateurs. C'est ce que vous nous dites. Il faut qu'ils le comprennent. Je ne sais pas s'ils ont tous compris ou ils ont tout compris, mais ils n'ont pas ce n'est pas une option. D'accord? Il faut qu'ils aillent dans ce sens parce que nous, contribuables, nous, consommateurs, c'est que les services que nous consommons et nous voulons payer pour des services que nous consommons. Que ce soit donné par des opérateurs, que ce soit donné effectivement par des nouveaux acteurs OTT, le consommateur, c'est lui le roi. D'accord? C'est lui qui décide là où il met son argent, ce qu'il dépense. D'accord? Pour pouvoir avoir un environnement sain dans sa vie. D'accord? Donc ceux qui essaient d'aller contre ça, bon, je pense qu'ils essaient d'arrêter la mer par le bras et c'est une perte de temps. Donc, qu'on s'entende, ce n'est pas du tout un casse-tête. Ceux qui essayent d'en faire un casse-tête, c'est parce qu'ils ont d'autres prétentions que vraiment de régler le marché. Mais un casse-tête parce que les OTT, par définition, pour le moment, utilisent principalement le réseau ou les infrastructures des opérateurs pour fonctionner. C'est ça l'enjeu, c'est ça le problème, justement. Non, ça, ce n'est pas un problème. Je vous répète. Aujourd'hui, si vous voyez effectivement que des Sénégalais achètent des smartphones, c'est parce qu'il y a du Facebook et du WhatsApp derrière. Ils achètent ça pas pour les minutes de communication de la Sonatel. Donc si aujourd'hui le Sonatel ou bien Tigo ou Expresso ont beaucoup plus de clients, il faut qu'ils voient quelle est la partie qui est due au fait qu'il y a du Facebook et du WhatsApp derrière. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. D'accord? Je crois qu'il n'y a pas de casse-tête derrière. Ces opérateurs rapportent de l'argent, les OTT rapportent de l'argent aux opérateurs parce qu'ils vendent, eux, aujourd'hui quoi? Mais des dial plan, ils prennent des données. C'est la fin de la voix? Non, il n'y aura jamais la fin de la voix parce que l'homme par nature communique par la voix. Maintenant, comment on transporte la voix? Oui. Non, je parle de la voix chez les opérateurs. Ce marché-là. Ce n'est pas la fin de la voix chez les opérateurs. Aujourd'hui, la réalité, Facebook, tout ça, là, quand vous Est-ce qu'on ne devrait pas rendre la voix gratuite d'ailleurs chez les opérateurs? Vous en pensez quoi? Parce qu'ailleurs, c'est possible. Il n'y a pas que rendre voix. Le temps ne nous permet pas, mais qu'on s'entende bien. Aujourd'hui, la voix est parfois gratuite dans certains pays. Par exemple, sur le réseau fixe dans certaines villes, dans certains capitales, c'est du gratuit. Vous pouvez passer toute la nuit. Oui, fixe parce qu'on sait que ce n'est rien le fixe parce qu'on n'est pas fixe, on est dans un monde mobile. Donc les enjeux, ils sont plutôt mobiles. Pour le fixe, évidemment, on peut toujours minimiser. Non, il ne faut pas réduire à ça. Pourquoi j'ai donné cet exemple? C'est vous montrer comment les choses évoluent. D'accord? Au début, le fixe, on le payait. Maintenant, dans certains pays, vous prenez l'abonnement, vous avez le fixe, vous pouvez appeler dans la même ville gratuitement. Aujourd'hui, quand on communique par la voix, d'accord, sur les OTT, d'accord, c'est toujours la communication, c'est la même information qu'on donne. C'est le mode de transport, le mode effectivement de communication qui a changé. Et les opérateurs veulent rester sur... Avec des enjeux économiques derrière, évidemment. Il est évident que la nature aura de vide et puis il y aura toujours la concurrence. Jusqu'à présent, on a laissé l'exclusivité aux opérateurs titulaires de licence qui étaient effectivement dans une technologie effectivement de TDM. Et aujourd'hui, on arrive effectivement sur la technologie IP. D'accord, des nouveaux services sont sortis, des nouvelles informations sont arrivées. D'accord, pour n'importe quelle raison, par exemple, allez, on va le dire, on est à la radio, mais bon, un trafiquant de drogue, il préfère se dire, bon, je suis plus à l'aise sur Signal que d'être sur le réseau. Donc c'est maintenant, après, les services de répression, de lutte contre ça, doivent se donner aussi les moyens de pouvoir accéder à ça. D'accord. Moi, je ne suis pas trop contre ça, mais qu'on se dit très bien, d'accord, nous sommes des humains, nous avons besoin de communiquer, on s'écrit, c'est vrai, mais c'est l'homme à qui le bon Dieu a donné la parole. Je ne connais pas d'autres animaux qui ont la parole. Donc forcément, on va parler. Maintenant, comment on parle? D'accord, sur le téléphone classique ou bien on parle effectivement sur des OTT, mais on va parler. Ça finira jamais.
On a parlé pendant près d'une heure sur iRadio. On va parler la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci infiniment Alassane Blaise Diagne. À très bientôt. Merci et bonne journée et à très bientôt. Consultant précédemment pour le FD Sud, le Fonds de développement du service universel de télécommunications, bien avant consultant également pour l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal, qui va être remplacée très bientôt par une autre société. Bien évidemment, d'ici là, on va en reparler encore une fois. Merci, chers amis auditeurs, d'avoir été au rendez-vous encore une fois sur iRadio pour suivre ITEC, le magazine de la radio dédié à l'actualité des TIC au Sénégal et à l'étranger. Merci infiniment pour la fidélité. Excellent dimanche et excellente semaine.